Démarrer. Aujourd'hui, on va vous parler de l'industrie et de l'énergie sous l'angle vraiment de ces nouvelles réglementations qui sont entrées en vigueur ou qui vont entrer en vigueur prochainement. Et pour pouvoir nous parler de tout ça, aujourd'hui, on a le privilège d'avoir deux invités experts que sont Camille Laborde. Bonjour Camille. Bonjour Émilie et bonjour à tous. Et Christian de Belsize qui nous accompagne. Bonjour Christian. Ouais, bonjour Émilie, bonjour à tous. Alors, avant de rapidement peut-être vous présenter et de rentrer dans le sujet, ce qu'on voulait effectivement vous redire, c'est le contexte qui nous a amené aussi à basculer sur ce webinaire et à vous offrir aujourd'hui les réponses de ces experts. Et puisque, voilà, si on devait cartographier les défis auxquels vous, industriels, êtes confrontés dans ce paysage énergétique et réglementaire en constante évolution, ça prendrait peut-être un peu la forme des 4 enjeux que vous voyez s'afficher. L'objectif de ce webinaire, c'est précisément de vous apporter des réponses concrètes à ces enjeux majeurs. Le premier enjeu, et pas le moindre, c'est la nécessité de s'affranchir des énergies fossiles. Avec l'augmentation de la taxe ETS qui rend les énergies carbonées de plus en plus coûteuses. La volatilité imprévisible des prix, et ce n'est pas l'actualité qui malheureusement nous démentira, c'est vraiment devenu impératif de chercher des alternatives décarbonées. Et cette transition, ce n'est plus une option, c'est une nécessité stratégique pour garantir une visibilité financière et compétitive à long terme. Nous verrons comment ces nouvelles réglementations encouragent et parfois contraignent cette évolution. Le deuxième pilier de cette transformation, c'est l'amélioration de la performance énergétique. Alors, ça passe par l'optimisation ou le remplacement des utilités de production pour réduire la consommation d'énergie, mais aussi la modernisation des équipements qui génèrent parfois des pannes et des pertes coûteuses. Et c'est là que les nouvelles réglementations, souvent couplées à des dispositifs d'aide, comme l'ADEME, des Carb Industrie, les C2E, ça devient des véritables leviers pour financer ces projets. On abordera concrètement ces dispositifs. Et puis aussi, au-delà des aspects techniques, financiers, vous, industriels, vous êtes confrontés à une pression croissante. Alors d'une part, la pression de vos clients, de vos consommateurs, qui exigent des produits moins carbonés et plus respectueux de l'environnement. Et puis de l'autre aussi, des contraintes réglementaires de plus en plus strictes, comme la nouvelle réglementation sur les gaz fluorés, la tare ouverte, qui renforce les obligations de reporting, de réduction des émissions. Enfin, même les banques elles-mêmes, elles intègrent aujourd'hui de plus en plus des critères de décarbonation dans leurs décisions de financement. Comprendre ces exigences, c'est crucial pour anticiper et s'adapter, et c'est ce sur quoi on va pouvoir vous accompagner aujourd'hui. On est conscient que la mise en œuvre de cette transformation se heurte à des obstacles importants. Les CAPEX sont souvent limités, priorité donnée à la rénovation des process industriels, et il est également difficile de s'y retrouver parmi la multitude de technologies disponibles et de choisir les plus adaptées à votre site et à votre industrie. Enfin, ces projets complexes, ça nécessite une ingénierie et un accompagnement structuré. Et c'est précisément là que nous, un partenaire comme IDEX, peut apporter une valeur ajoutée considérable en vous aidant à naviguer dans ce paysage complexe et à transformer ces défis en opportunités. Notre webinaire aura pour but de survoler et de vous aider à comprendre dans quelle mesure ces nouvelles obligations s'appliquent à votre site industriel, à vos sites industriels, et comment ces nouvelles réglementations, loin d'être de simples contraintes, peuvent devenir des catalyseurs pour adresser chacun de ces défis avec l'expertise et l'accompagnement nécessaires. Plus précisément aujourd'hui, les réglementations qu'on va aborder, c'est celles qui s'affichent ici. On va vous parler du décret BAX, du décret tertiaire, des obligations liées à la loi d'orientation des mobilités, la loi climat et résilience, la loi APER qui porte aussi le doux petit nom de l'accélération des énergies renouvelables. Comprendre ces différentes lois, mais aussi à quoi elles servent, qui elles concernent, comment on les applique, et puis aussi qu'est-ce qui se passe si on les applique pas. Comprendre ces différentes lois, c'est vraiment important et fondamental pour anticiper les contraintes, et c'est ce qu'on va continuer d'explorer ensemble. Et puis pour démarrer, donc on va commencer par peut-être la loi climat et résilience, dont va nous parler Camille. Et Camille, dis-nous peut-être en 3 mots qui tu es.
Oui, bonjour. Donc Camille, moi aujourd'hui, je serai la responsable des réglementations liées aux énergies solaires. Et donc, pour commencer sur la première réglementation, qui est portée par la loi Climat et Résilience, elle a un objectif très clair qui est la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici à 2030. Avec cette loi, c'est vraiment le début de la mise à contribution des infrastructures pour de la production d'énergie renouvelable. Alors, on y va progressivement puisque sont exclusivement concernées les infrastructures neuves, à savoir les bâtiments tertiaires neufs ou faisant l'objet d'une rénovation lourde et qui sont supérieurs à 500 mètres carrés. Sont également concernés les parcs de stationnement neufs aussi, ou faisant l'objet d'une rénovation lourde et supérieure à 500 mètres carrés. Que ce soit sur les bâtiments tertiaires ou sur les parcs de stationnement, le mécanisme de la loi, c'est le même. En gros, la loi impose des taux de couverture à atteindre dans des délais impartis et reposant sur un système où le propriétaire garde la possibilité sur les dispositifs qu'il doit mettre en place. C'est-à-dire que vous pouvez soit végétaliser, soit vous équiper de panneaux photovoltaïques. En 2023, on passe un cap, puisqu'on passe de cette obligation d'ombrage sur les infrastructures neuves à une obligation de solarisation sur les infrastructures existantes. Et ça, c'est tout l'effet de la loi APER. Donc, la loi APER, c'est vraiment le coup d'accélérateur sur le déploiement des énergies solaires. Attends, pardon Camille, avant qu'on s'emballe, et puisque je vois qu'on a quand même quelques questions qui commencent à arriver, on voulait aussi vous demander dans quelle mesure, sur la loi climat et résilience, vous pensez être assujetti à cette nouvelle réglementation et si vous ne le savez pas vraiment, nous, on a la possibilité de vous accompagner. Et pour faire ça, c'est très simple. Vous allez aller dans la case sondage qui est en bas à droite de votre écran, là, les petites barres, le petit diagramme, et vous pouvez simplement soumettre votre vote en disant, voilà, je souhaite savoir si mon site est concerné par la loi climat et résilience, et comme ça on pourra un peu savoir et comment vous accompagner. Donc ça, c'est pour la loi climat et résilience. De la même manière, si vous avez des questions spécifiquement sur la loi climat et résilience que vient de vous aborder Camille, vous n'hésitez pas via le blog questions à poser vos questions, et puis en toute fin de webinaire, on regroupera tout et Camille pourra répondre à toutes vos questions, qu'elles soient d'ordre générique ou vraiment peut-être un peu spécifiques à votre activité. Je te laisse reprendre, pardon Camille, où là tu nous parles de la loi APER. APER, qu'est-ce que c'est déjà? La loi APER, c'est la loi d'accélération pour les énergies renouvelables et plus précisément pour les énergies solaires. Donc, merci pour la précision, Émilie. Et donc, pour que vous compreniez bien ce que ça sous-entend, en fait, la loi, elle oblige tous les parcs de stationnement existants au 1er juillet 2023 et supérieurs à 1500 mètres carrés à s'équiper en ombrières photovoltaïques sur au moins la moitié de la superficie. Et donc, cette loi, en plus d'être très forte en termes de conséquences, elle est coercitive. C'est-à-dire qu'elle oblige donc, ces parcs de stationnement à s'équiper, et ce, dans des délais quand même restreints, il faut le dire. Si jamais vous ne le faites pas dans ces délais imposés, elle vous imposera des sanctions pécuniaires. Si on prend l'exemple des plus grandes surfaces, là où il y a la plus forte pression qui est mise pour le déploiement des énergies solaires, ce sont donc les parcs de stationnement supérieurs à 10 000 m². Vous avez que jusqu'au 1er juillet 2026 pour vous mettre en conformité. Et si jamais ce n'est pas le cas, ça sera une amende de 40 000 € par an, et ce jusqu'à la mise en conformité des installations. Donc, cette obligation, déjà, elle est lourde en termes de conséquences, il faut le dire, et en plus de ça, elle a été difficilement perceptible pour tout le monde, puisque la loi était très générale et on avait du mal à comprendre comment elle allait s'appliquer. Et donc, c'est pour ça que le décret d'application de cette loi était très attendu, et il a par exemple permis de préciser les surfaces qui sont inclus dans le calcul des surfaces assujetties. Donc, si on rentre un petit peu dans ce détail-là, le décret restait fidèle à la loi en termes de surface inclus. C'est-à-dire qu'il faut équiper à hauteur de 50% les places de stationnement et les voies de circulation qui sont comprises entre l'entrée et la sortie du parc.
Là où le décret a été innovant et pour le coup pragmatique, ça a été dans les surfaces qu'il a exclues de ce calcul. En fait, il a exclu des zones qui, en pratique, n'auraient pas pu être équipées en ombrière photovoltaïque, que ça soit pour des raisons assurantielles, techniques ou de sécurité. Et donc, c'est par exemple le cas des parties à moins de 10 mètres des bâtiments qui sont classés ICPE, des zones logistiques, des zones de manutention ou des zones où il y a des véhicules qui stationnent et qui transportent des matières dangereuses. Donc, malgré cette précision, on reste quand même face à une certaine complexité. Et notre objectif chez IDEC, c'est vraiment de pouvoir vous accompagner avec une approche sur mesure qui permette d'atteindre à la fois ces taux de couverture, tout en même temps en prenant compte toutes vos spécificités techniques que vous pouvez rencontrer. Et en complément donc de pouvoir vous accompagner sur l'équipement en module photovoltaïque, que ce soit sur vos parcs de stationnement ou sur les bâtiments, on vous propose également des équipements qui viennent favoriser la mobilité douce. Et là, cette fois-ci, la mobilité douce, elle est portée par une troisième réglementation, c'est la loi LOM. Merci Camille. Effectivement, pas simple encore cette loi APER qui concerne beaucoup de choses différentes, qui met en place pas mal de choses différentes. N'hésitez pas à répondre dans le sondage si vous souhaitez savoir si votre site est concerné par la loi APER. On pourra effectivement aussi vous accompagner dans la complexité un peu de tous ces nouveaux sujets. N'hésitez pas aussi à poser vos questions auxquelles on répondra en fin de webinaire. Effectivement, pour que Camille vous aide aussi encore un peu à démêler les surfaces, les sanctions, les sanctions. Je suis assujetti, j'ai des arbres, qu'est-ce que j'en fais? Voilà. Bon, elle répondra à toutes vos questions en fin de webinaire. Posez-les bien via l'onglet questions. Alors effectivement, c'est ce que je comprends, directement ou indirectement lié à cette loi APER. On parle aussi de la loi LOM. LOM comme c'est le M de mobilité, c'est ça, Camille? Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, pour repartir sur la loi LOM, elle aussi, elle vise à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Mais cette fois-ci, avec en ligne de mire la neutralité carbone des transports terrestres d'ici à 2050. Et pour atteindre cet objectif général, elle se repose sur 2 piliers. Le premier, c'est la fin des ventes de voitures à énergie fossile d'ici à 2040. Et le second pilier, c'est le déploiement de la recharge électrique. Et à ce titre, cette loi-là, elle impose déjà aux entreprises et à la plupart des commerces de s'équiper en bornes de recharge. Et donc, si on veut bien maîtriser cette loi, il faut la résumer en termes de chiffres. Et la loi LOM, elle impose donc 5% des places qui doivent être équipées en bornes de recharge, 20% des places qui doivent être prééquipées, ce qui veut dire être prête à recevoir plus tard une borne de recharge. Et d'ici 2030, c'est 70% des véhicules qui doivent être verts, c'est-à-dire électriques ou à très faibles émissions. Donc, on a pu le voir, ces 3 premières réglementations, elles visent essentiellement les parcs de stationnement comme des vecteurs de la transition énergétique. Mais les bâtiments ne sont pas en reste et eux aussi représentent un levier pour cette transition. Et ça, c'est l'objectif que porte le décret tertiaire. Ok, le décret tertiaire. Encore quelque chose d'autre qu'il va falloir que tu nous aides à démêler, puisque là, on a déjà mis des choses en place sur les parkings. Qu'est-ce qui se passe encore là? Il y a encore autre chose ailleurs? Bon, avant de parler du décret tertiaire, effectivement, sur la loi LOM, je pense qu'on a aussi beaucoup de gens qui sont connectés aujourd'hui, qui ont des questions et qui ne savent peut-être pas s'ils sont concernés par rapport à leur taille de leur parking ou à leurs besoins. Est-ce qu'ils sont engagés sur la mobilité électrique? Le sondage que vous avez en bas à droite de votre écran, qui vous permet, en cliquant « Oui, je souhaite savoir si je suis concerné par la loi LOM », et comme ça, vous serez rappelé par un expert IDEX pour pouvoir vous accompagner. Oui, donc alors, ces décrets tertiaires, encore quelque chose d'autre qui s'applique à beaucoup de notre auditoire d'aujourd'hui, que sont les industriels. C'est quoi ça encore, Camille? Alors, donc là, comme je le disais, le décret tertiaire, il s'applique vraiment, en fait, il vise vraiment les bâtiments.
Donc, qui vise à réduire les consommations énergétiques des bâtiments tertiaires, et ce, de manière progressive. Progressive parce qu'en fait, il fixe un taux de réduction à atteindre en 2050 qui est de moins 60%. Et avant ça, il fixe des paliers tout simplement à atteindre toutes les dizaines d'années. Et donc, pour suivre l'évolution et tout simplement le respect de ces paliers qu'il a fixés, il met en place un système déclaratif par lequel vous devez déclarer chaque année vos consommations électriques. Et ça se fait sur la plateforme Opérate. Et c'est là que l'autoproduction d'énergie locale prend tout son sens, puisqu'elle peut être déduite de la consommation déclarée. Et donc, concrètement, l'autoproduction via des panneaux solaires, par exemple, permet de diminuer votre dépendance au réseau électrique et permet également de réduire vos consommations d'énergie fossile ou nucléaire. De plus, les panneaux photovoltaïques vont permettre d'améliorer le bilan énergétique global de vos bâtiments. Et donc, chez IDEX, notre souhait, c'est vraiment de proposer une approche intégrée pour respecter ces objectifs via, par exemple, l'autoproduction solaire, mais également via d'autres équipements que Christian va désormais pouvoir nous présenter. Effectivement, parce qu'on évoque donc le décret tertiaire donc à destination des industriels. Donc, pour ça, voilà, rappeler en tout cas l'objectif aussi de ce décret et son périmètre. C'est que vos bâtiments administratifs ou vos zones de stockage chauffées sont considérés comme du tertiaire aux yeux de la loi. D'où l'intérêt aussi de se concentrer sur ces surfaces bâtimentaires et donc du coup sur la performance intrinsèque de vos bâtiments. Voilà, donc là, Camille vient de vous évoquer toute la partie, on va dire plutôt électrification avec l'autoconsommation photovoltaïque, mais bien évidemment, il y a la performance énergétique de vos bâtiments, ainsi que les différentes utilités, climatisation, chauffage, que vous avez sur ces bâtiments qui entrent en ligne de compte, sur lequel, effectivement, nous sommes en capacité de vous accompagner pour identifier les solutions techniques appropriées à l'usage de vos bâtiments et du positionnement géographique également de ce dernier. D'accord, merci Christian pour cette précision. Effectivement, toujours dans la partie sondage, vous avez la possibilité de cliquer, de soumettre votre vote pour savoir si votre site est concerné. Et de ce que vous me décrivez entre Camille et toi, Christian, le champ d'application peut être relativement vaste, c'est pas évident de s'y retrouver. Donc, vous n'hésitez pas à cliquer pour qu'on puisse vous accompagner pour savoir si votre site est concerné par le décret tertiaire. Je vois aussi qu'on a quelques questions qui se profilent. Continuez de les poser, on va tout rassembler, on va tout regrouper et on y répondra en fin de webinaire. Alors, au-delà de ce décret tertiaire, il se passe encore quelque chose en Europe avec cette taxe carbone. Alors, bienvenue Christian, bonjour. Mais qu'est-ce que tu peux nous en dire alors ? Effectivement, on est dans un pays dans lequel on aime bien les taxes, donc une nouvelle fiscalité qui rentre en ligne de compte, le TS2 pour Emission Trading System. C'est une nouvelle taxe carbone européenne qui a été votée en 2023 dans le cadre du paquet Fit for 55. Bon, c'est le premier système ETS que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui concernait principalement les gros industriels et les producteurs d'électricité. Voilà, donc c'est une deuxième version qui va arriver en 2027 et qui vient cibler l'ensemble des secteurs d'activité qui échappaient jusqu'à présent et qui sont principalement les bâtiments, le transport routier et tout consommateur d'énergie carbonée, voilà, au sens large. Donc concrètement, ça signifie que toute consommation de gaz, de fioul ou de charbon pour chauffer vos locaux, pour faire tourner vos process industriels, ou on peut aller jusqu'à l'essence, le diesel pour vos flottes de véhicules, seront soumis à ce nouveau système ETS2. L'objectif de l'Europe est clair, c'est de donner un coût visible aux émissions de CO2. C'est accélérer la transition énergétique vers des alternatives moins décarbonées. C'est ce qu'on appelle un signal prix qui va directement impacter vos coûts opérationnels.
comment va fonctionner le TS2 qui va payer? Eh ben, vous avez un très bon schéma à droite qui vous l'expose. C'est pas vous qui allez payer directement, mais c'est des quotas qui vont être achetés sur le marché et c'est les fournisseurs d'énergie fossile, donc gaz, fuel, voire charbon, qui auront l'obligation d'acheter des quotas pour chaque tonne de CO2 correspondant à l'énergie qu'ils vous vendent. Donc c'est là où, au final, les fournisseurs répercuteront intégralement ce coût sur le prix de vente. Donc ça se traduit mécaniquement par une augmentation du prix à la pompe ou sur votre facture de gaz ou de fuel. Pour faire simple, pour l'instant, au prix de la tonne de CO2 de carbone, on estime entre 10 et 12% d'augmentation du prix du mégawattheure de gaz d'ici 2027. Et comme toute bonne taxe, elle a plutôt tendance à augmenter dans les années qui suivent. D'où l'intérêt de commencer à anticiper justement la décarbonation de vos industries. Ah oui, effectivement, c'est ce que je comprends. Et puis 2027, finalement, c'est demain. Vous êtes nombreux, effectivement, à vous poser la question et à nous poser aussi des questions sur ce sujet-là bien précis. On y répondra en fin de webinaire. Continuez de nous les poser via l'onglet questions en bas à droite. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est pour qu'on puisse peut-être vous accompagner pour savoir si votre site il est concerné par cette taxe ETS2, je vais pas le dire aussi bien que toi en anglais Christian, mais je vais l'appeler la taxe carbone européenne. N'hésitez pas à cliquer donc dans la partie sondage et à dire oui, je veux savoir si je suis concerné par ce site et je veux que IDEX m'accompagne. Sacrée réglementation aussi pour lequel les enjeux sont assez forts dans l'industrie. J'ai cru comprendre aussi qu'il y avait une autre réglementation, mais là, on parle plutôt des gaz fluorés. Qu'est-ce que c'est que ça, Christian? Effectivement, la réglementation F-Gaz numéro 3, donc comme quoi c'est une nouvelle version qui arrive, c'est tout ce qui est fluide frigorigène. Ce gaz, il se retrouve dans les groupes de production de froid, vos climatisations, vos pompes à chaleur, donc que ce soit sur vos bâtiments administratifs ou directement sur vos utilités à destination de vos process. La nouvelle version, donc la F-Gaz 3, est entrée en vigueur en 2024. Faut la comprendre, c'est assez radical, c'est accélérer l'abandon des gaz fluorés. Comme vous le voyez à l'écran, vous avez différentes échéances. 2020, le fluide R404A qui a beaucoup été utilisé, donc a été interdit. 2025, donc c'est cette année, R410A, 407C, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, ce n'est pas l'objectif. Mais voilà, il y a vraiment une volonté de bannir certains gaz et de sortir des HFC. Les conséquences sur vos parcs d'équipements existants sont directes, comme on va le voir sur la slide suivante. Une conséquence très, très concrète, c'est l'accélération de la phase down qui, en gros, le graphique que vous voyez sur le côté droit de la slide, c'est l'Europe souhaite réduire drastiquement les quotas de HFC autorisés sur le marché. Donc en 2024, on est déjà à moins 69% par rapport à 2015, ce qui crée forcément une raréfaction et qui dit rareté dit augmentation du prix. Donc l'exemple du R404A où le prix a fait x5, est passé de 20 à 100 euros le kilo. Deuxième point, restriction sévère également sur la maintenance à partir de 2026. On interdit d'utiliser des fluides vierges à fort impact. Donc là aussi, c'est de vérifier qu'il n'y ait pas de fuite liée à l'étanchéité de vos utilités, ce qui aura un effet un peu qui se coule. Donc entre des coûts d'OPEX qui vont évoluer assez fortement. Donc c'est aussi l'occasion d'utiliser cette nouvelle réglementation pour rénover vos moyens de production de froid ou de chaleur. Ça peut être également aller un peu plus loin, réfléchir plus largement à se dire mais est-ce qu'on ne peut pas venir centraliser les productions de chaleur par pompe à chaleur,
centraliser des productions de froid pour optimiser aussi la récupération de chaleur fatale qui viendrait en substitution d'énergie carbonée. Donc voilà, c'est tous ces approches qu'on est en capacité également d'identifier et de vous proposer un accompagnement un peu plus global. Eh ben, merci pour tous ces éclaircissements, Christian. Effectivement, donc cette réglementation qui arrive dans cette version numéro 3, hein, c'est ce que je comprends, de plus en plus drastique, radicale, et qui, ma foi, de ce que je comprends, concerne un éventail assez large des gens qui nous écoutent aujourd'hui, hein, puisque dans l'industrie, ces gaz fluorés, que ce soit voilà, sur les clims, sur les pompes à chaleur, sur les équipements d'utilité, on en a vraiment un peu de partout. On est en mesure de vous accompagner aussi si vous savez pas trop, et cliquez dans la partie sondage. Souhaitez-vous savoir si votre site est concerné, la réglementation F-Gaz 3. Vous cliquez sur oui, et puis comme ça, on pourra vous aider à comprendre ce qu'il en est pour votre cas à vous spécifique. De la même manière, vous avez aussi une question sur cette réglementation. Ben, vous n'hésitez pas. Dans la partie questions, vous la posez. On est en train de tout préparer, tout regrouper. Et puis en fin de webinaire, on va reprendre réglementation par réglementation et on va répondre à toutes vos questions. Et puis si vraiment on n'avait pas le temps, et ben on y apportera une réponse personnalisée de manière individuelle ultérieurement. Et ben c'est costaud encore celle-ci. Mais alors j'ai l'impression que ce qui se profile pour 2026, les audits énergétiques et l'ISO 50001, ça va pas être simple non plus. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Christian? Effectivement, on a une nouvelle directive européenne, hein, pour ne pas changer, qui impose un cadre plus strict pour tout ce qui est audit énergétique, hein, et donc certification ISO 50001. Les règles ont évolué donc depuis quelques années, hein, pour les industriels qui sont déjà soumis notamment aux anciens seuils de chiffre d'affaires, bon, le nombre d'employés. C'est une règle qui se durcit un peu plus, qui est en cohérence avec les autres réglementations, mais qu'il faut le prendre non plus comme une contrainte, mais vraiment comme un levier. En tout cas, c'est comme ça que nous, on vous le propose. Et je vais vous en dire du coup quelques mots. Vous avez les entreprises donc, qui consomment plus de 2,75 gigawattheures par an. L'échéance est fixée à octobre 2026 pour réaliser un audit énergétique, donc on appelle réglementaire. Donc c'est une nouvelle formule et cet audit devrait être renouvelé tous les 4 ans, donc, ce qui était déjà le cas pour l'ancienne réglementation. Second cas, vous avez les plus grands consommateurs, ceux qui dépassent 23,6 gigawattheures par an. Donc on cumule l'ensemble des énergies consommées sur le site, hein, électricité, gaz, fuel et tout autre, pour pouvoir identifier si vous êtes ou non éligible à ces réglementations. Et pour le coup, donc c'est la mise en œuvre d'un système de management de l'énergie, donc connu plus souvent sous le nom d'ISO 50001, qui a l'avantage que si vous êtes certifié, vous êtes exempté de l'audit énergétique quadriennal qui a été imposé auparavant. On ne parle plus d'un simple audit énergétique de ce qu'on appelle de façade, qui en fait souvent on retrouvait au-dessus d'une étagère, mais c'est une nouvelle méthodologie qui a été définie en janvier 2024, qui peut être plus exigeante, qui nous impose de faire un focus sur la chaleur fatale. Comme vous avez bien compris avec les réglementations précédentes, hein, c'est arrivé à décarboner également vos activités. Donc ça, c'est vraiment la première source sur laquelle on peut faire des focus. Également un périmètre donc, qui doit couvrir 80% de vos consommations, et surtout, elle doit déboucher sur un plan d'action concret, classé par retour sur investissement qui plus est. Et c'est là où je vais vous présenter dans la slide suivante notre approche. On n'est pas un bureau d'études chez IDEX. Très clairement, nous, ce qu'on appelle des faiseurs. Donc, on a identifié quelques partenaires pour pouvoir réaliser les audits énergétiques et structurer l'ISO 50001, avec qui on travaille de plusieurs années, et surtout des partenaires de confiance qui ont cette capacité aussi de pouvoir vous accompagner jusqu'au bout. Quand je dis jusqu'au bout, c'est de pouvoir réaliser des études un peu plus poussées. Et IDEX
très clairement intervient après cette phase d'ISO 50001 ou d'audit énergétique. Donc, c'est la partie en vert qui est au centre de votre slide. C'est, une fois que vous avez hiérarchisé vos actions, c'est quelles sont les études de faisabilité qu'il faut enchaîner. Qu'est-ce qu'on priorise comme projet, sur quelles études APS, APD on va pouvoir dérouler derrière. C'est aussi en cela où IDEX, on peut venir financer tout ou partie de ces études si nécessaire pour pouvoir vous aider à avancer dans la bonne voie de votre décarbonation. Et également toute la partie mise en œuvre pour terminer. Donc, c'est avec nos filiales travaux, on vient réaliser ces travaux pour vous, avec un suivi derrière qui est en fait l'exploitation et la maintenance de la performance ou des utilités bas carbone qui seraient mis en œuvre, puisque ça reste notre métier historique, avec des garanties de performance en bout de ligne. Voilà, donc n'utilisez plus l'audit énergétique pour caler vos meubles, mais en tout cas, utilisez comme levier pour venir vous décarboner. Voilà, et prenez les choses en main. Comme vous a dit Émilie, on est en capacité d'aller financer le CAPEX de l'ensemble de ces utilités ou de la performance énergétique après avoir intégré toute l'articulation des aides financières disponibles. Eh ben, merci pour ces nouvelles informations, Christian. Effectivement, cette dernière réglementation, ces audits réglementaires assortis de toutes les actions qu'il faut pouvoir réaliser, à condition que, voilà, et surtout celles qu'on démontre qu'elles ont un ROI qui est relativement court et important, lié aussi à l'ISO 50001. Tout ça, c'est des seuils de production d'énergie, pas forcément évident de se rendre compte si on est concerné ou pas. C'est pour ça que je vous invite à cliquer dans la partie sondage en bas à droite et à cliquer oui pour savoir si vous souhaitez être accompagné, pour comprendre si votre site est concerné par cette nouvelle réglementation audit et associée à l'ISO 50001. Très rapidement, parce que on a déjà bien avancé et je vois aussi qu'on a beaucoup de questions et que c'est très important qu'on puisse y répondre et que vous continuez peut-être aussi d'en poser via la partie questions en bas à droite de votre écran. On va prendre le temps d'y répondre, mais quand même, comme on parle d'IDEX depuis tout à l'heure, je vais juste me permettre de vous repréciser un petit peu les contours de notre proposition et ce qu'on est en capacité de faire. IDEX, aujourd'hui, c'est une solution clé en main, complète, de bout en bout. C'est le volet investissement, puisqu'aujourd'hui, on a des capacités à pouvoir le faire. Le groupe est engagé sur ces sujets-là. La conception, comme le disait Christian, nous, on est des faiseurs, on connaît les technos, on est en capacité de vous aider et d'intégrer les spécificités de votre site. Évidemment, la partie réalisation, IDEX, c'est des chantiers toute l'année de différentes envergures sur ces différentes technos, et l'intégrer dans votre site, coordonner le chantier, le planning, tout ça, c'est notre métier, on sait faire. Et puis, c'est ce qu'on se disait aussi en amont. La dernière phase, c'est aussi l'exploitation et la maintenance. On est en capacité aujourd'hui, nous, de piloter, d'optimiser toutes ces installations parce que c'est là aussi que la réglementation vient nous chercher et que c'est là aussi que sont les meilleurs leviers de décarbonation et d'économie d'énergie. Donc, IDEX sait faire tout ça. Mais au fait, IDEX, c'est qui? On en parle depuis tout à l'heure. Eh bien, IDEX, c'est le premier énergéticien français. Alors non, pas premier, mais oui, si on est premier, écoute, tant pis, on n'est pas modeste, on est comme ça. Et on est engagé dans une énergie plus responsable, durable et locale. IDEX, c'est 2 milliards de CA en 2024, c'est 6 700 employés, 110 agences sur la France et quelques territoires d'outre-mer, la Lituanie et la Belgique. Et c'est surtout une présence sur la totalité de la chaîne de valeur, puisqu'aujourd'hui, IDEX, il est aussi producteur d'énergie, de l'électrique et de la thermique, via nos chaufferies de biomasse, via nos centrales solaires et via nos unités de valorisation énergétique. IDEX, c'est aussi un distributeur d'énergie. Aujourd'hui, des réseaux de chaleur et de froid qui nous appartiennent, qu'on exploite, qu'on a créé, qu'on a développé, qu'on a conçu, qu'on maintient et qu'on exploite, ça fait partie aussi de notre ADN. Et puis, c'est la partie aussi que je vous disais tout à l'heure, sur l'optimisation de l'utilisation finale.
C'est 18 000 bâtiments, 1200 bornes de recharge installées pour lesquelles on vient exploiter et maintenir ces équipements et les garantir un taux d'utilisation, de disponibilité et d'efficacité énergétique optimum. Bref, on croit dans notre solution et on accompagne nos clients depuis 60 ans sur leurs projets énergétiques en nous positionnant vraiment sur toute cette chaîne de valeur. Je vois qu'on a pas mal de questions. Donc, on va reprendre peut-être réglementation par réglementation et puis on va demander à nos experts du jour de pouvoir y répondre. Sur la première réglementation, on parle de la loi climat et résilience. C'est toi, Camille, qui va peut-être pouvoir aider nos auditeurs du jour. J'ai une première question qui me dit qu'est-ce qu'on entend dans la loi par rénovation lourde? Oui, alors, d'abord sur les bâtiments, on entend par rénovation lourde quand on vient toucher aux éléments de la structure en fait du bâtiment. Et ça sera pareil sur les parcs de stationnement, c'est quand on vient toucher à cet élément-là sur au moins la moitié de la superficie. Donc, si on fait des rénovations portant sur la structure du bâtiment, on est considéré comme une rénovation lourde. Sur les parcs de stationnement, c'est un peu le même mécanisme. C'est quand on vient changer la moitié, enfin au moins la moitié du revêtement du parking. D'accord. Et donc là, voilà, on tombe dans le cadre de la loi climat et résilience. Et sur un changement de toiture, c'est considéré aussi comme une rénovation lourde, on me demande? Alors, sur un changement de toiture, en principe, c'est pas lié à la structure du bâtiment, mais il faudrait vérifier sur la toiture. De principe, je dirais non. Bon, eh ben, j'espère que la personne qui a posé cette question n'hésitera pas à cliquer sur le sondage pour voir si on peut l'accompagner et peut-être tu pourras l'aider sur cette réponse. Carrément. Toujours sur la loi climat et résilience, on me demande si dans la surface des parkings, les chemins d'accès à ce parking doivent être pris en compte pour le calcul de la surface. Oui, alors ça, que ce soit sur la loi climat et résilience et sur la loi APER, c'est vraiment un petit conflit, puisque concrètement, c'est très compliqué d'équiper ces surfaces-là, les voies d'accès en ombrières. Malheureusement, aujourd'hui, on les prend en compte en fait dans le calcul des surfaces, comme les voies de circulation dans le parc de stationnement. Après, en discutant par exemple avec le syndicat des énergies renouvelables, l'idée c'est quand même de faire du cas par cas et du bon sens. Donc si on a une voie d'accès qui des fois peut faire 100 mètres, là on va pas la prendre en compte dans le calcul. Par contre, les petites voies d'accès, quand ce sont sur des parkings à taille réduite, on va dire, on les prend en compte. D'accord. Ben, merci Camille pour ces réponses. Effectivement, j'espère que ça éclaire bien les personnes qui ont posé les questions ou celles qui n'ont pas osé les poser parce qu'ils avaient les mêmes interrogations. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser. On va compléter. Sur la loi climat et résilience, je pense qu'on est complet. On a aussi beaucoup de questions sur la loi APER. APER, avec notamment une question sur le contrôle. Qui contrôle et est-ce qu'il y a des contrôles de mis en place? Oui, alors, les contrôles par rapport au respect de la loi APER, en fait, ça va être au moment où on va déposer nos demandes d'autorisation d'urbanisme, comme par exemple, nous, aujourd'hui, quand on vous équipe en fait en ombrière photovoltaïque, on va soit déposer des déclarations préalables des travaux, soit des permis de construire en fonction de la puissance. Et c'est à ce moment-là, en fait, que la mairie va venir vérifier si on atteint bien ces taux de couverture. Si jamais, bien sûr, il y aura des parkings qui vont un peu jouer avec le feu et qui vont pas s'équiper. Et dans ces hypothèses-là, il n'y aura pas d'autorisation d'urbanisme. Et donc là, c'est ce qu'ils appellent la police de l'urbanisme qui va passer tout simplement sur site et faire des contrôles. Et donc, on aura, j'espère, l'occasion d'échanger plus tard là-dessus. Mais il y a pas mal de cas d'exonération qui sont prévus par la loi et qui sont justifiables. Et nous, on vous aide à justifier quand vous n'avez pas la possibilité de vous équiper. Donc, ça peut être aussi dans ce cadre-là.
D'accord, je comprends. Effectivement, ça rejoint un petit peu une autre question qui nous dit qu'est-ce qu'il en est des parkings ombragés par les arbres? On va quand même pas couper des arbres pour mettre des panneaux photovoltaïques. Oui, donc alors ça aussi, c'est l'autre sujet de la loi APER. Alors, chez nous, déjà, l'idée, c'est vraiment, quand il y a des arbres existants, l'idée, c'est pas de les toucher. C'est vraiment de venir, associer les arbres existants et les ombrières. Donc, dans l'idée, l'idéal, c'est vraiment de venir couvrir les allées de circulation et des petits bords des places de stationnement. Si jamais c'est pas le cas et qu'on doit, pour la faisabilité du projet, toucher aux arbres, l'idée, c'est pas de les abattre purement et simplement, c'est de venir les déplacer si leur état le permet. Souvent, vous avez des espaces pleine terre en dehors des parcs de stationnement, en périphérie, et pour le développement des arbres, ça sera toujours mieux pour eux d'être dans ces espaces pleine terre que sur les petites bandes où ils ont du mal à se développer aujourd'hui sur les parkings. Donc ça, c'est une solution. Et nous, dans l'idée, c'est quand même ce qu'on fait souvent. C'est bien pris par les mairies. Les arbres se développent bien mieux qu'à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est ce qu'on propose. Super. Merci Camille pour cette réponse. On a une autre question, là plutôt dans la partie un peu calcul. Je suis assujettie, je suis pas assujettie, parce que il y en a qui se demandent si les 1500 mètres carrés qui sont un peu le seuil, c'est ça que tu as identifié, ça peut être la somme de plusieurs petits parkings, ou est-ce qu'on considère uniquement les parkings de 1500 mètres carrés minimum qui sont d'un seul tenant, c'est ce que je comprends de la question. Alors, je ne sais pas si je l'aperçois bien la question, mais en fait, ils font pas de différence. En tout cas, sur la loi APER, il n'y a pas de différence si vous êtes une petite entreprise ou une moyenne. C'est vraiment en termes de surface. Et alors, nécessairement, 1500 mètres carrés, ça sera moins facilement équipable qu'un 2500, un 3000 mètres carrés. Donc, vous tomberez peut-être sous le coup d'un cas d'exonération. Et ça, c'est aussi notre plus-value. On vous aide à étudier ça. Et donc, si vous avez des toutes petites surfaces avec des usages qui permettent pas des ombrières ou, je sais pas moi, des contraintes techniques qui permettent pas, on vous aidera à justifier de ça. Le but, c'est vraiment pas de vous équiper pour vous équiper. C'est que ça soit logique, une solution logique. D'accord. Merci Camille. Je pense qu'effectivement, ça permet un peu de faire avancer. Et dans la lignée de ça, effectivement, sur la loi APER, il y a une dernière question qui se dit est-ce que ça vraiment que ça concerne les TPE, les PME? Il y a des allègements? Justement, c'est un peu ce que j'essayais d'expliquer, c'est que c'est vraiment pas lié au type d'entreprise. La loi s'applique vraiment en termes de surface. Et donc, c'est du cas par cas par rapport à la surface. D'accord. On a cru lire dans l'actualité peut-être une espèce de moratoire sur le sujet, ou en tout cas des dernières modifications. Qu'est-ce que ça change concrètement? Oui, alors il y a deux sujets. Le premier, ça a été effectivement un moratoire, notamment sur le photovoltaïque, qui n'a pas été adopté et on en est très content. Et le second sujet, c'est qu'actuellement, effectivement, il y a des discussions qui portent sur la loi APER. Concrètement, sur l'application, est-ce qu'on reste que sur une obligation pure de solarisation ou est-ce qu'on vient intégrer un peu des systèmes à choix multiples, un peu comme avec la loi climat et résilience. Mais pour l'instant, rien n'est sûr. On en parlera si jamais ça passe et on prendra le temps de vous expliquer tout ça. Super, merci Camille. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, puisque là on va basculer sur une autre réglementation et demander des explications peut-être à Christian. Mais si vous en avez d'autres et qu'on a encore un peu quelques minutes en fin de webinaire, on pourra peut-être revenir dessus. Là, on a des questions, Christian. Sur l'ETS2, donc cette nouvelle taxe, cette version, la dernière version de la taxe carbone européenne, est-ce que les garanties d'origine ETS éligibles permettent d'être exclues du mécanisme de taxation? J'espère que tu comprends la question. Moi, heureusement que tu es là. C'est fait pour ça, les experts. Ouais, effectivement, dans ces deux choses qui sont bien distinctes.
Donc, les garanties d'origine, c'est un complément de rémunération sur la partie gaz. Donc, en gros, ça justifie qu'on consomme plutôt du biogaz, mais c'est bien distinct de l'ETS2. Donc, les taxes liées à l'ETS2 sur le CO2 des carburants, c'est deux choses différentes. Donc, non, ça ne permet pas de contrebalancer du coup la taxe liée à l'ETS2 lorsqu'on achète déjà des garanties d'origine. D'accord. L'intérêt qui justifie aussi cet effet qui se coule d'aller se décarboner, de limiter sensiblement vos consommations d'énergie carbonée. C'est ça. Alors, je lis aussi dans une question qui n'en est peut-être pas une ou peut-être de doux espoirs, où on se dit que par rapport à la concurrence mondiale, une taxe carbone européenne viendrait peut-être pénaliser nos industriels français qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont nombreux à avoir rejoint notre webinaire. Ne peut-on pas penser qu'elle sera peut-être pas appliquée? Est-ce que tu veux leur donner de l'espoir aujourd'hui à ceux qui nous écoutent ou pas? Comme vous le savez tous, on ne maîtrise pas la politique et les choix. On vient d'évoquer le moratoire, qui est sorti de nulle part et donc a été débouté. On ne peut pas déterminer ce qu'il en est. Effectivement, c'est un sujet de concurrence. Ceci étant, j'ai envie de vous dire, vu la convergence aujourd'hui vers de la décarbonation, dans tous les cas, il faut commencer à y réfléchir si ce n'est pas le cas, et surtout essayer de vous mettre en action. Et c'est aussi en cela où l'IDEX, comme tu nous as présenté tout à l'heure, Émilie, c'est qu'on a plus de 400 millions d'euros aujourd'hui disponibles pour investir chez nos clients dans la décarbonation. Donc, c'est tout ce qui est utilité bas carbone, performance énergétique. Nous, on vous accompagne, on va réduire votre besoin, on va produire différemment et vous enlever cette contrainte, effectivement, qui peut être concurrentielle sur le coût des produits et vous positionner sur éventuellement un autre marché. Et il y a d'autres inducteurs de marché, les banques qui limitent les lignes de crédit moyennant de faire des actions de performance énergétique. Vous avez des inducteurs de marché qui vont tous dans le même sens. Donc, j'ai envie de vous dire, attendez pas de voir ce qui va se passer, mais prenez surtout le sujet en main. Et on sera ravis de vous accompagner, en tout cas, à trouver le bon scénario pour décarboner le plus rapidement et aisément votre activité. Super, merci Christian. On a d'autres questions là qui concernent pour le coup plutôt l'audit, les audits énergétiques et l'ISO 50001. Et effectivement, une première question qui laisse supposer que peut-être ou quelqu'un panique ou qu'on n'a pas été clair ou voilà, mais c'est ISO 50001 obligatoire dès 2027? Oui. Si, alors à partir du moment où du coup le site consomme plus de 23,6 gigawattheures par an, toute énergie confondue, oui, c'est une obligation. Donc ça reste demain pour la mise en place de l'ISO 50001 parce que c'est quand même beaucoup plus lourd que l'audit énergétique. Il faut entre 12 et 18 mois pour pouvoir déployer tout cet outil qui est vraiment un outil pour pouvoir vous accompagner dans un dynamisme de performance énergétique, de décarbonation, d'identification et d'intégration auprès de l'ensemble des parties prenantes sur votre site. Donc, effectivement, si ça n'a pas été clair, en tout cas, c'est octobre 2027 derrière. Et comme tout, il y a effectivement des conséquences. Et là, c'est notamment la DREAL qui sera en charge de vérifier si donc l'audit ou l'ISO est mis en place. Donc en fonction des DREAL, ça peut être plus ou moins facile. Pour ceux qui ont l'habitude de gérer, et Dieu sait que nous on a plus ou moins de difficultés puisqu'on est un industriel aussi aux yeux de la DREAL. On a des sites ICPE, même des sites OPNAQ, donc éligibles à l'ETS 1. Donc on maîtrise ces sujets-là et il vaut mieux effectivement avoir des plans de décarbonation et également les bons outils pour pouvoir y parvenir. Très bien.
Eh bien, je te remercie pour tous ces éclaircissements. Je vois que l'heure tourne, que vous êtes nombreux, qu'on a encore beaucoup de questions. On va être obligé de faire des choix quand même pour s'arrêter à midi, sachant que voilà, on est tous en contact et qu'on apportera une réponse personnalisée à toutes les questions pour lesquelles on n'aura pas répondu. On a quand même une question aussi sur l'audit énergétique. On nous demande si on doit obligatoirement, dans le cadre de l'audit, faire des actions pour les consommations supérieures à 2,75 gigas ou si l'audit suffit dans un premier temps. Non, l'audit pour l'instant suffit. Mais comme là, je vous l'ai évoqué, il y a quand même des focus qui sont faits sur de la chaleur fatale, des plans d'action, des actions à répertorier avec des ROI. Donc, c'est là où, mécaniquement, l'idée, c'est de vous encourager à faire ces actions. La mise en avant de ces ROI, et on sait que tous les ROI inférieurs à 3, alors presque 2 ans maintenant pour la plupart des industriels, allez-y. On sera en capacité de vous accompagner. On est un obligé aussi du dispositif des C2E, donc ça peut aussi faciliter certaines actions, surtout avec l'abrogation de certaines fiches là, en courant juillet. C'est vous accompagner à faire des devis, des chiffrages, des travaux, l'exploitation. Donc c'est vraiment l'idée, c'est vous faire prendre conscience, aller un peu plus loin et de dire que vous avez des intérêts, en tout cas à moyen terme, de faire un grand nombre d'actions. Entre les petites actions à ROI coût ou en tout cas le potentiel de récupération, de valorisation de la chaleur fatale. Parfait, merci. Alors, je vais prendre cette dernière question, et puis il n'y a pas de raison. Moi aussi, je suis une experte, je vais y répondre moi. Non. Une dernière question, effectivement, c'est est-ce que c'est possible d'avoir la présentation qu'on vous a faite aujourd'hui? Alors déjà, ce qui va être possible, et vous allez la recevoir très rapidement dans vos boîtes mail, c'est d'accéder au webinaire en replay. De tout ce qu'on vient de se dire, donc vous n'hésitez pas à le relire, à le partager à toutes les personnes qui n'ont pas pu être là, qui n'ont pas pu se rendre disponibles pour le webinaire d'aujourd'hui. Effectivement, on va regarder pour pouvoir vous fournir des éléments pour la présentation. Et puis ma foi, eh bien voilà, il est 11h57, on va être obligé de clôturer tout ça. Ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, les questions qui n'ont pas pu apporter de réponse, on va vous le faire de manière personnalisée, et puis peut-être qu'on se refera un autre rendez-vous pour aller creuser d'autres sujets avec nos experts ou dans le cadre des évolutions futures, puisque comme on l'a vu, ça bouge plutôt vite. J'espère que voilà, ça vous a plu. Vous n'hésitez pas à partager ce webinaire, ces informations qui en est, ce qu'on est en mesure d'apporter, et puis surtout de faire partager à des acteurs qui, comme vous, comme nous, croient que l'énergie de demain se construit aujourd'hui. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.